Louis Alliot, bonjour, député des Pyrénées-Orientales, d'une circonscription qui n'est pas la mienne, qui est la Salanque, jusqu'au Fenouillède et à Tamanrasset et à l'Oural. Non, alors Non, le Bas-Vernay, juste. le Bas-Vernay. Donc ici, c'est un peu bon, il y a un morceau de Perpignan. Donc on est à Perpignan à votre, on appelle ça une permanence. C'est ça. Ouais, comme vous avez un brushing, la permanence. Donc on revient. On va vous interroger sur l'actualité. Alors il y a l'actualité des handicapés, mais c'était pas ça sur lequel mais on y reviendra quand même. C'est intéressant. Vous n'avez pas voté, mais il paraît que vous étiez en voyage en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. J'allais défendre le non au référendum parce qu'il y a une campagne très importante dont le vote est d'ailleurs On dimanche. n'entend pas parler du tout de la Nouvelle-Calédonie. Moi, il y a Edoui Plenel Tout le monde qui s'en m'en a moque. parlé quand je lui ai parlé de la Catalogne, qui m'a dit qu'il était pour peu qu'on garde des liens, pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, pour peu qu'on garde des liens. Je pense que C'est 2,5 millions de mètres carrés d'espace maritime. Mhm. C'est le nickel. C'est à peu près 240 000 personnes sur place. C'est un territoire magnifique. C'est la France au milieu du Pacifique. Effectivement, pourtant, alors qu'il y a des enjeux stratégiques majeurs aujourd'hui dans le Pacifique, et tout ce qui se passe, et militaire et économique, tout, puisqu'il y a les plateaux économique, maritimes. etc., avec l'Australie, la Chine, les États-Unis, tout le monde est là-bas. Et les Français, eux, eh bien, ils ont l'air de se désintéresser du problème. Nous y avons des amis, pas seulement d'ailleurs sur ce que l'on appelle à tort enfin, les Caldoches, mais aussi chez les Kanaks, hein, et dont je rappelle que certains se sont battus pour la France et dont beaucoup aiment la France. Même ils sont morts, c'est dire jusqu'où ils sont allés. Non, oui, mais Alors- ne plaisantez pas avec ce genre de choses. Alors, donc non, mais c'est un sujet intéressant dont on ne parle pas. Mais donc les handicapés. Alors là aujourd'hui, on a une secrétaire d'État qui nous dit les handicapés mentaux vont pouvoir se marier et voter. Alors que dans le même temps, les handicapés physiques, s'ils se marient, perdent leur AH, leur allocation d'adulte Écoutez, handicapé. c'est un grand mystère hein, que cette décision, parce que personne ne l'a demandé. Et j'ai écouté l'autre jour la ministre s'expliquer, oui, on est tous pour que les handicapés aient les mêmes droits que les autres et puissent s'exprimer démocratiquement. Mais il y a très certainement des cas où les personnes n'ont pas toutes leurs facultés qu'on pourrait dire, de compréhension ou d'appréhension. Et à ce moment-là, ils seront donc influençables et tributaires du vote des autres. Mais la puisque- question, c'est pourquoi avant on ne les laissait pas voter. Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait changé qui permettrait de les faire voter? Écoute, Voilà, je ne c'est sais tout. pas. J'attends de voir des explications plus détaillées parce que pour l'instant, et en tout cas pour une partie des gens qui ne votent pas, je m'interroge sur la réalité de cette décision. Est-ce que c'est pas après qu'il y ait eu une présentation d'un amendement d'un député Les Républicains soutenu par François Ruffin et qu'il n'y ait pas eu de débat préalable après la fameuse colère de François Ruffin et cette fameuse vidéo que pour faire noyer le poisson. Non, parce c'était déjà dans les tuyaux. Ah d'accord. Elle en avait déjà parlé, la ministre. Et c'est pour ça qu'on s'interroge. Après, le fameux projet de loi Après il y a les européennes. de Pradier, Ouais. après il y a les Européens, mais ça concerne quoi? Je crois 300 000 personnes en France. C'est quand même pas non plus énorme. Donc, très honnêtement, c'est encore une fois un sujet qui fait l'actualité d'une ministre du handicap, qui est par ailleurs, à mon avis, l'une des ministres la plus, qu'on pourrait dire, compétente du gouvernement. Mais je ne sais toujours pas pourquoi ça vient maintenant, tout simplement. Alors, moi, j'avais envie de parler de toute autre chose. On parle de République. Alors, je cite Marion Maréchal Le Pen, enfin, sans Le Pen maintenant, puisqu'on lui a fait une opération pour lui retirer, qui avait dit les valeurs de la République me saoulent. Alors, il y avait deux niveaux de jeu. Elle était peut-être pas convaincue par la République, ou alors elle était peut-être pas convaincue par les gens qui vendent des valeurs sur lesquelles il n'y aurait aucun échantillon. Alors je voulais vous parler d'un type que vous connaissez peut-être, même s'il n'est pas de votre quartier de France, puisque il est plutôt bordelais, il est de la Brède, c'est un certain Montesquieu qui avait écrit
qui parlait d'émigration déjà, puisqu'il a écrit les lettres persanes, qui faisait des stand-up, puisqu'il a écrit de l'esclavage des nègres, qui était dans la continuité de la controverse de Valladolid, du franciscain de las Casas, qui, au-delà de prétendre que les Indiens avaient une âme, lui sous-entendait derrière sa dérision que les Noirs en avaient une et qu'il fallait pas les mettre en esclavage, alors qu'il faisait du commerce triangulaire, comme quoi c'est pas grave. Et il a écrit de l'esprit des lois sur la séparation des pouvoirs. Et là, on y vient. Alors, ça vous dit quoi, de l'esprit des lois, la séparation des pouvoirs? Louis Alliot, je me permets de vous le demander, pas parce que vous êtes député, mais ça serait bien qu'en tant que député, vous le sachiez. Mais on vous a connu docteur en droit. Mais je pense que tous les citoyens devraient savoir un minimum de principes qui fondent tout simplement la République et qui fondent la démocratie. Malheureusement, plus nous avançons, et sous couvert, j'allais dire, d'un savoir qui serait universel aujourd'hui, j'ai l'impression que les citoyens en savent précisément de moins en moins sur l'essentiel de ce qui fait leur liberté. Parce que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas une histoire de privilège, c'est fait pour que, comme disait Montesquieu, par la disposition des choses, un pouvoir arrête le pouvoir. Et pour qu'un pouvoir arrête le pouvoir, il faut qu'il soit séparé et que l'un des pouvoirs n'ait pas un pouvoir sur un autre pouvoir. C'est-à-dire l'exécutif, le législatif, les députés, l'exécutif, le gouvernement. Parce que là, le parquet est très lié, par exemple... Mais c'est pas qu'il est très lié, il est de l'exécutif. Il est nommé par l'exécutif et il reçoit ses consignes de l'exécutif. D'ailleurs, la Cour européenne de justice a dit qu'on ne pouvait pas prétendre que le parquet était une autorité judiciaire indépendante parce qu'elle n'est pas indépendante. Que vous citiez l'Europe, il faut vraiment que ça aille loin. Exactement. Non, mais c'est pour vous dire. Ça veut dire surtout qu'il y a un lien de dépendance entre la ministre de la Justice et les magistrats du parquet. Et nous en sommes, nous, aujourd'hui, les premières victimes, puisque je rappelle quand même que c'est par la saisine de Madame Taubira que nous sommes aujourd'hui attraits devant les juges par son intermédiaire pour cette fameuse histoire des assistants de l'Union européenne. Alors déjà que sous la Ve République, le Parlement est une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire que... Pas que sous la Ve République. Oui, mais sauvagement... Mais plus que par rapport aux autres républiques où il y avait la culture du compromis, la culture du dialogue, la culture aussi de la démission, il faut bien le connaître, puisqu'il y avait... Oui, mais il y avait des gouvernements qui valsaient. Exactement. Rien à voir avec Manuel. Non. Et donc, cette Ve République, c'est un peu, effectivement, le fait majoritaire fait que quand vous avez la majorité, vous décidez, vous moquez de ce que fait l'opposition, et quelquefois même, vous pouvez décider des affaires judiciaires d'un certain nombre de dirigeants de l'opposition. Et pire encore, quand on n'a pas de groupe parlementaire, ce qui concerne un peu le Front National. Ça, c'est encore autre chose, c'est qu'à l'intérieur du Parlement, il y a des vraies discriminations entre ceux qui ont des groupes ultra-majoritaires, ceux qui ont des groupes minoritaires et ceux qui n'ont pas de groupe du tout. Là, pour le coup, il y a un statut des députés à deux vitesses. Il y a ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas le même temps de parole, qui n'ont pas la même manière de pratiquer tout simplement l'activité parlementaire. Mais c'est comme ça. Voilà. Le statut est le même, mais en fait, dans la pratique, nous n'avons pas les mêmes droits. Alors, on a parlé de la séparation des lois. Donc, j'incite les gens à lire de l'esprit des lois de Montesquieu. C'est pas cher, c'est en poche, oui, voilà. Oui. Vous l'avez même en PDF sur Internet. Ils peuvent même lire, il suffit qu'ils aillent voir un cours de droit constitutionnel de première année. Oui. Et ils auront un ensemble de principes dont il faut connaître. Qu'est-ce qu'est un État, la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que le suffrage universel. Et voilà, des choses simples, parce que je ne sais pas comment font les gens aujourd'hui pour aller voter sans connaître un minimum de choses. Ça me paraît évidemment... voilà, ça me paraît bizarre. Finalement, la politique, nous, on est des... Je veux dire, moi, je suis un professionnel de la politique, mais je m'aperçois que l'immense masse des électeurs sont très loin de cela et qu'ils ne réagissent malheureusement quelquefois que par rapport à ce qu'ils ont vu à la télévision. Or, je le dis, ça ne vous choquera pas, à la télévision, on ment. La télévision manipule. La télévision raconte ce qu'elle veut raconter, car entre ce qu'elle raconte et la réalité des choses, il y a un énorme fossé.
Alors, on a parlé de Montesquieu, on va parler d'un Suisse, Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Alors, parce qu'on parle du vivre ensemble, moi je préfère dire faire société, et on constate son délitement, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens ne savent plus, et on n'enseigne plus, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui dit notamment perdre sa liberté individuelle pour la retrouver dans la liberté collective. Oui, sauf que vous la retrouvez dans la liberté collective que par un minimum de discipline, que par un minimum d'autorité. Car il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de respect de la norme pour tout le monde. La fameuse égalité, vous savez, républicaine. Oui, vous ne croyez pas à l'autodiscipline des anarchistes, vous? Non, la loi est l'expression de la volonté générale, elle s'applique à tous de la même manière. Voilà. Ça, aujourd'hui, on voit bien que ça n'existe pas. Selon que vous êtes puissant ou misérable, et c'est bien avant, précisément Rousseau. Oui, c'est La Fontaine, donc. Exactement. Qu'il avait piqué aux Perses, en fait. Oui, mais qui avait piqué à Ésope, avait piqué aux Perses, etc. Enfin, mais l'air de rien, je vous signale un exemple. Lui a fait cette fable sous la monarchie, alors que nous, aujourd'hui, par le seul fait de critiquer, par exemple, monsieur Macron, quelquefois... dites le lion. On est attrait devant les tribunaux pour crime de lèse-majesté. Donc vous voyez que des libertés qui existaient pourtant sous la monarchie, aujourd'hui nous sont contestées. On ne peut même pas publier une photo des atrocités de Daesh alors que nous sommes députés, sans que nous soyons convoqués devant les tribunaux et que nous levions notre immunité parlementaire. Comme M. Mélenchon d'ailleurs, qui va voir son immunité parlementaire levée, je crois, dans les jours qui arrivent pour avoir, je ne sais pas, critiqué l'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà. Il n'y a plus de respect des règles élémentaires de la démocratie. Voilà, donc maintenant, on va aller jusqu'au bout du processus, vous savez, parce que je pense que ça ne s'arrêtera pas. Et qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc vous êtes en train de me dire qu'en fait, c'est vous qui êtes les méchants d'habitude, qu'on qualifie souvent de fascistes, d'extrême droite, et finalement... Mais comment il n'y a que nous qui respections les règles. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, tous les chefs de l'opposition sont, qu'on pourrait dire... convoqués d'une manière... convoqués, font l'objet d'enquêtes, on leur prend tous leurs fichiers informatiques, toutes leurs correspondances, etc. Et qu'au pouvoir, il n'y a aucune enquête. Toutes les affaires qu'il y a eu autour de M. Macron, ou même le parquet a refusé d'enquêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y en a même un qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Monsieur, alors c'est lequel déjà? Monsieur Ferrand. Ah ouf. Oui, Monsieur Ferrand. Non, mais voilà, il y a deux poids, deux mesures. Et pendant que la justice fait les gros titres et qu'on voit les images évidemment de Monsieur Mélenchon un peu agité du bocal pour l'occasion, s'exciter sur sa propre porte, de sa propre permanence, eh bien, on ne parle pas du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est ici à Perpignan, un chauffeur de bus qui se fait taper dessus, c'est la drogue, c'est les bandes qui tabassent et qui tuent, c'est tout ça, c'est le chômage qui a encore progressé le mois dernier, c'est des entreprises qui sont menacées de fermeture, regardez ici à Perpignan avec EAS, etc., etc., etc. Mais pendant qu'on met, par le biais des chaînes d'information continue, les images des politiques toujours mis en accusation, après tout, écoutez, ça fait l'actualité, ça plaît aux gens, tant mieux, on ne parle pas du reste, et pourtant le reste est très important. Il menace notre prospérité, notre liberté, et regardez ne serait-ce que le prix de l'essence. Je pense que ça va être le grand boom du gouvernement, c'est le cas de le dire. Parce que c'est un impôt qui, lui, tous les jours, vous le payez à la pompe. C'est un peu la gabelle moderne. Exactement, mais ils deviennent de plus en plus... qu'on pourrait dire... royaliste, monarchiste. Confiscatoire, car le pouvoir d'achat des Français est maigre, quelquefois inexistant, et avec cette affaire de l'essence, il touche les gens les plus modestes. Parce que les gens qui ont des moyens, ça ne les touche pas, ou pire, ils sont remboursés pour les frais qu'ils engagent avec les véhicules. Alors, justement, on va parler d'un troisième homme des Lumières, le XVIIIe siècle, le bon Voltaire. Le bon Voltaire il n'existe plus. Voilà, l'ironie voltairienne, c'est fini. Je crois que j'avais un ami qui me disait sur le bateau, avec Charlie Hebdo, l'enterrement de Charlie Hebdo, c'est surtout l'enterrement du second degré. Exactement. Je veux dire, tout le monde était Charlie, mais depuis Charlie, plus personne ne l'est. On ne peut plus rien dire. Il y a la persécution de tous les intellectuels qui ne pensent pas comme le système. Michel Onfray. Onfray en a fait les frais. Oui. Zemmour, Finkielkraut, d'autres. Juifs ou normands, ils sont persécutés.
tout le monde est persécuté, poursuivi, en tout cas on essaye de les intimider et de les faire taire, tout ça par la télé-réalité, des émissions aussi débiles que celle de M. Ruquier et de quelques autres où la pensée unique s'exprime d'une manière assez, qu'on pourrait dire, caricaturale. Il n'y a plus liberté d'expression. La liberté d'expression doit concerner tout le monde, tous les propos, pour peu qu'ils n'appellent pas directement à la haine. C'est ça la liberté d'expression. Et encore une fois, on peut ne pas partager ce que pense M. Zemmour ou n'importe qui, mais on se doit... Vous n'êtes pas un libertaire comme un Onfray, vous On se doit de tolérer toutes les pensées, toutes les expressions, parce que sinon, il n'y a pas de liberté d'expression. Malheureusement, aujourd'hui, et on le voit bien, on a de moins en moins le droit de dire des choses, car on est soumis à tout un tas de pressions communautaires, sociales, économiques, politiques, qui font qu'à la fin, plus personne ne va s'exprimer sur les réseaux sociaux sont devenus plus un tribunal qu'un lieu d'expression, finalement. Oui, mais un tribunal sans juge, un tribunal sans respect du droit de la défense. Un lieu de lynchage où on n'entend pas la parole du Christ avec la femme adultère, que celui qui a péché lui jette la première pierre. C'est un lieu de lynchage, mais je veux dire, ça ne concerne pas seulement les réseaux sociaux. Vous savez, moi, ce matin, j'ai ouvert mon journal et j'ai appris qu'il y avait une enquête sur l'un de mes assistants. Et le procureur confirme. Mais moi, le procureur, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il ne m'a pas dit qu'il ouvrait une enquête. Il ne m'a même pas demandé des éléments. Peut-être que j'aurais pu lui en donner. J'en ai là, d'ailleurs. Mais voilà, nous sommes sous ce fait-là. Nous sommes victimes en permanence de la violation de droits élémentaires. Hein. Violation du secret de l'instruction, du secret de l'enquête, violation de la présomption d'innocence. Voilà. Votre honneur est jeté en pâture à l'opinion. Et quand vous gagnez les procès, jamais en revanche, on ne répare le mal que l'on vous a fait. C'est aujourd'hui malheureusement la démocratie française. Donc il nous reste la page ultra-locale, Perpignan. Toujours candidat ? Bah oui, plus que jamais, quand je vois la candidature de M. Pujol pour son énième mandat. Oui, mais il a dit qu'il voulait donner le meilleur, quand même, oui, pas rien. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à en faire autant ? Il a dit qu'il voulait rassembler, quand même. Est-ce que vous êtes prêt à en faire autant ? Oui, mais la différence de lui, il est aux affaires, il nous a montré ce qu'il savait faire. C'est-à-dire, si je vois l'état de la ville, pas grand-chose. Et quand je vois qu'il est tout d'un coup en concurrence avec M. Gros, qui est son ancien adjoint, qui a été l'adjoint de M. Alduy, qui a été le patron des affaires économiques de l'Aglo, qui a fait partie de tous les partis du PS, puis des catalanistes, puis de l'UDI, puis des LR, puis maintenant En Marche, et si vous verrez que si Macron se casse la figure, vous le verrez ailleurs, parce qu'il en est capable, vous vous dites, non mais ici c'est quand même un théâtre de guignol, le spectacle politique. Donc à un moment donné, il va falloir sortir du système, car ces gens-là font partie du même système. Ça a été le système Alduy pendant des décennies et des décennies. Et bien là, maintenant, on va pouvoir solder les choses et enfin en sortir. Et j'espère que nous aurons des débats sur la politique la réelle, sur les résultats de sa politique, sur tout ce qu'il a pu engager. Un bilan. Mais oui, mais le bilan, j'espère qu'on le fera. C'est comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique, globalement positif. Oui, mais c'est ce qu'il doit dire lui. Maintenant, quand vous êtes dans les rues, on ne fait pas 10 mètres, moi ça me fait alpaguer, et manifestement le bilan n'est pas positif. Hein. Stationnement, vie économique, petit commerce, grande surface, insécurité, il y a de tout. Voilà. Les gens sont mécontents. Alors, Louis Alliot, bon d'accord, mais est-ce que vous avez un programme ? Est-ce qu'on ne peut pas juste surfer sur la colère des gens ? Oui, quelqu'un vous aurait dit que les médecins surfent sur la maladie aussi, hein, et pourtant ils la soignent. Donc, ça dépend, il y en a qui la soignent moins. Mais la plupart du temps, ils la soignent. Des proches, son cancer, il n'a pas été bien soigné, enfin je crois. Non, mais attendez, il y a aussi des maladies, malheureusement, qu'on ne peut pas soigner. Mais là n'est pas le problème. Une campagne va s'ouvrir. Et la plupart du temps, il faudra faire l'inverse de ce qu'a fait M. Pujol. Je résume la situation. Voilà. Il faudra peut-être renégocier ce contrat des parkings, il faudra reprendre l'affaire des transports, il faudra mettre les moyens pour réellement que nous ayons la sécurité, puis surtout il faudra s'occuper de l'économie avec les professionnels de l'économie, parce que je ne suis pas persuadé que les gens qui sont aujourd'hui à la mairie autour de M. Pujol soient à même de bien voir la réalité des problèmes économiques qui se posent, pas à la ville, hein, pas à l'agglo, mais au département et à la région, pour que nous puissions en bénéficier. Il est anormal qu'une ville comme Narbonne aujourd'hui s'en sorte mieux que nous, alors que c'est une ville qui est quand même beaucoup plus modeste. Nous avons tous les atouts et nous ne réussissons pas. C'est donc un problème de système.
de confiscation des leviers par un petit nombre, eh bien là aussi il va falloir libérer à la fois la parole et aussi libérer les énergies. Alors, une question. Alors, vous vous présentez à la mairie de Perpignan, vous êtes député, vous êtes déjà député, genre vous n'avez pas assez de boulot, et genre la campagne des européennes. De toute façon, il n'y a pas de cumul de mandat. Ah. Donc, si je suis maire de Perpignan, je ne serai plus député, point à la ligne. Non. Pas plus député là que député après. Mais ça concerne mes concurrents aussi. Vous savez, M. Gros, il ne le dit pas, il se cache, M. Gros. Oui. Il sera bien obligé, s'il est élu maire, de démissionner de son poste de député. C'est pas faux. Il cumule déjà les mandats. Personne ne lui a posé la question, alors qu'il était conseiller municipal de Perpignan. Mais pourquoi donc M. Gros a démissionné de son mandat de conseiller municipal de Perpignan? Parce que je crois que M. Pujol l'empêchait d'agir au mieux des intérêts de la ville. Oui, c'est ça, oui, sûrement. Alors il était son adjoint, et le jour où il a quitté l'Assemblée... Premier adjoint même. Le jour où il a quitté notre Assemblée, il a dit qu'il considérait M. Pujol comme un père en politique. C'est extraordinaire. Mon Dieu. Voilà. En fait, il a gardé quoi? Son mandat de conseiller Il départemental. s'appelle Luke Skywalker. Parce qu'il a gardé son mandat de conseiller départemental. Il a quitté le conseil municipal. Ah oui, c'est vrai. C'est donc que la ville ne l'intéresse pas. Et qu'est-ce qui l'intéresse au département alors? Je sais pas, Madame Malherbe a des conversations délicieuses. Oui. Je sais J'en rien. doute fort. Ouais. Allez plutôt chercher sur le régime indemnitaire. Alors, les européennes arrivent, c'est pour vous une belle opportunité de refaire peut-être un grand chelem, voire plus, sauf que on vous a peut-être scié les pattes avec tous ces procès, ces ambiances, parce que pour Mélenchon c'est peut-être ça en fait. Comme vous êtes en tête dans les sondages, on vous casse les pattes. Mais Mélenchon, il n'est pas candidat aux européennes. Oui, mais enfin, son parti le sera. D'accord, mais nous aussi, notre parti le sera. Et ces affaires qui ne sont pas des affaires de détournement de fonds, contrairement. Moi, je n'ai pas pris de l'argent, je ne me suis pas servi. J'ai fait travailler des assistants qui ont fait de la politique. Voilà. C'est ça le problème. Et c'est un problème de qualification de l'emploi, en quelque sorte, et surtout de savoir ce qu'un assistant parlementaire doit faire ou ne pas faire. Personne ne le dit, parce que personne n'est capable de le dire aujourd'hui d'une manière sûre et certaine. Mais si on enlève les affaires là, ça ne m'a pas empêché de sortir en tête, je vous signale, aux élections régionales, y compris dans le département, alors qu'il y avait déjà cette affaire en cours. Ça ne m'a pas empêché d'être élu député européen, ça ne m'a pas empêché d'être élu député de la 2e circonscription. Les électeurs, je pense, font la différence quand il s'agit d'affaires de peau de banane que l'on vous met sous les pieds pour vous gêner, et quand il s'agit d'affaires graves, comme par exemple, parce que là aussi, je vois que certains LR ce matin se font le relais des mauvaises langues sur l'affaire des assistants parlementaires. Mais pourquoi ils ne disent pas que chez le Sénat, les sénateurs LR sont poursuivis, eux, pour avoir détourné les enveloppes des attachés parlementaires? C'est-à-dire qu'ils prenaient les crédits des attachés parlementaires, ils les versaient à une association et ils se les faisaient redonner en espèces. C'est quand même ça, c'est une vraie affaire. C'est pas une histoire de savoir si l'attaché parlementaire il fait son travail de politique ou son travail de politique. Parce qu'on en est là en ce qui nous concerne. C'est compter les crayons pour savoir si le crayon était le crayon politique ou le crayon parlementaire. En général, quand vous êtes au Parlement, c'est pour faire de la politique et il y a confusion des professions, justement. Oui, ben enfin, si vous êtes dans le tous pourri, est-ce que vous ne faites pas monter le Front National? Enfin, le Rassemblement National. Vous savez... Parce que c'est ça dont la grande menace de nos jours, c'est ça. On juge l'arbre à ses fruits. Oui. Nous n'avons jamais exercé les rênes du pouvoir et tous ceux qui nous ont fait procès d'incompétence ou de je ne sais quoi, eux sont au pouvoir. M. Macron est une grosse tête absolue, avec des compétences magnifiques en économie, etc. La France, aujourd'hui, elle a un budget en déficit, on a dépassé les 2000 milliards d'euros de dette et les 100% du PIB, on a le chômage qui augmente, on a les impôts qui ont augmenté, on a le pouvoir d'achat qui a baissé, les gens vont pas tarder à être tous dans la rue parce qu'ils n'en peuvent plus, et après ça, on va encore dire que M. Macron était un type compétent pour gérer les affaires du pays. Voilà. Il faut arrêter de rigoler avec ça. Je pense que les Français doivent regarder ce qui s'est fait, les gens qui en sont responsables, et mettre demain aux affaires des gens qui n'ont aucune responsabilité dans les malheurs que nous voyons. Oui, non, parce que si aucune responsabilité, ça voudrait dire qu'ils sont irresponsables, et vaut mieux éviter d'élire des irresponsables. Ah si, mais pour l'instant, les irresponsables sont au pouvoir. Voilà. Voilà. Mais pas coupables. Ah, mais ça, c'est la grande loi de l'affaire du sang contaminé. Responsable, mais pas coupable.
Enfin, les malades, eux, les pauvres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont victimes, eux. Louis Alliot, merci. Merci.